Bonjour à tous, bonjour Clémence, merci pour ton invitation au JPO, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler de quand opérer une membrane épirétinienne. Donc, les membranes épirétiniennes sont des pathologies fréquentes qui augmentent avec l'âge, la présence d'un décollement postérieur du vitré et le caractère pseudophague des patients. La majeure partie des membranes sont idiopathiques et seuls ce type de membranes feront l'objet de cette présentation. On a également une augmentation de l'incidence des membranes épirétiniennes depuis l'avènement de l'OCT. On en diagnostique beaucoup plus, et parfois à un stade précoce, complètement asymptomatique. Et bien sûr, dans ces cas-là, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Donc, quand opérer une membrane, eh bien, lorsqu'elle est symptomatique, on va opérer un patient qui présente une baisse d'acuité visuelle. Le principal outil d'évaluation de l'acuité visuelle dans nos consultations quotidiennes, c'est la mesure de la meilleure acuité visuelle corrigée. Dans les études, principalement, le seuil d'acuité visuelle retenu est le seuil d'une acuité visuelle inférieure ou égale à 5/10, mais on sait que l'acuité visuelle post-opératoire des patients opérés, elle est très dépendante de l'acuité visuelle préopératoire, et globalement, on a tendance à dire qu'il y a un gain en général d'environ 2 lignes d'acuité visuelle. Donc bien évidemment, on a tendance, avec l'amélioration des pratiques, le transconjonctival, la plus grande facilité de chirurgie de la rétine, de proposer des interventions à des patients qui ont une meilleure acuité visuelle pour obtenir un gain supérieur et favoriser leur récupération fonctionnelle. Il y a notamment une étude en cours du DRCRNet qui s'appelle le protocole AM, qui est en train d'inclure des patients pour évaluer justement ces indications chirurgicales chez des patients ayant une acuité visuelle entre 5 et 8/10. Ils font 2 groupes randomisés, un groupe opéré dès le diagnostic et un groupe qui sera opéré dans un deuxième temps après 36 mois de surveillance pour justement nous aider à positionner ou pas l'indication chirurgicale, une indication plus précoce. Et on sait également que l'acuité visuelle n'est pas le seul élément fonctionnel qui peut perturber les patients présentant des membranes épirétiniennes. Et parfois, il y a des symptomatologies prépondérantes dans la gène décrite, que sont les métamorphopsies et une aniseiconie, qui peuvent être très gênantes, notamment chez des patients qui ont une bonne acuité visuelle. Donc les métamorphopsies, elles sont fréquentes. Dans notre pratique quotidienne, on l'évalue peu quantitativement. Dans les études, on peut les mesurer par l'utilisation de M-Charts, mais on a plutôt tendance à dire métamorphopsie ++ en fonction de la gène du patient. Okamoto, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il existait une corrélation significative entre la présence de métamorphopsie et des altérations de la qualité de vie, et que la diminution des métamorphopsies en post-opératoire était corrélée à une amélioration de la qualité de vie. La chirurgie a un effet très fréquent sur la diminution des métamorphopsies à un stade souvent précoce, des 3 mois, qui va augmenter progressivement au cours de l'année qui suit l'intervention. L'aniseiconie, elle peut être aussi très gênante. Elle est par contre souvent peu modifiée par la chirurgie, et un délai court de chirurgie après l'apparition des symptômes est plutôt en faveur d'une amélioration fonctionnelle. Enfin, il y a tout un spectre d'altération de la fonction binoculaire qui va de la diplopie classique liée à l'ectopie fovéolaire à l'altération de la fonction binoculaire plus frustre, ou à ce qu'on appelle l'interférence binoculaire, qui est le besoin ressenti du patient d'occlure son œil présentant la membrane épirétinienne pour améliorer son confort visuel, qui sont des symptômes très gênants et qui peuvent pousser à des indications chirurgicales chez des patients qui ont encore des acuités visuelles relativement bonnes. Alors, quelle est l'évolution naturelle des patients présentant une membrane épirétinienne? Lui a publié dans Eye en 2019 l'évolution sur un suivi moyen d'environ 4 ans. Il a montré que l'acuité visuelle moyenne était peu modifiée, de même que l'épaisseur centrale rétinienne. Les facteurs associés à des baisses d'acuité visuelle étaient la présence de métamorphopsie, le caractère phague des patients qui est plutôt un biais lié à la progression de la cataracte, et la présence d'un œdème et de logette au niveau de la nucléaire interne, avec un taux dans cette étude de progression de la chirurgie à 4 ans d'environ 20%. De même, l'OCT, sur une étude rétrospective publiée en 2015, sur 2 ans, il y a peu de modifications de l'acuité et de l'épaisseur rétinienne centrale, mais par contre, quand on regarde morphologiquement parlant l'OCT, il y a 40% quand même de modifications de l'OCT, et dans ces 40%, il y a 10% des patients qui présentent des baisses d'acuité visuelle supérieures ou égales à 2 lignes.
Donc ce n'est pas un élément figé, hein, il va falloir quand même surveiller les patients parce qu'il y a un certain nombre de patients qui vont présenter des baisses d'acuité visuelle sur le suivi. Donc, quand opérer l'OCT est quand même un examen incontournable des membranes épirétiniennes. On a tous l'expérience que la mesure de l'épaisseur centrale rétinienne n'entre pas en compte dans la décision chirurgicale. Certes, pour que la membrane soit responsable de la baisse d'acuité visuelle, il faut qu'au moins il y ait une perte de la dépression fovéolaire, et on dit classiquement une épaisseur supérieure à 300 microns, mais on a tous en mémoire des patients qui ont des membranes avec une épaisseur très importante et finalement une symptomatologie inexistante avec 10 dixièmes et pas de métamorphopsie. Donc ce n'est pas vraiment un critère discriminant. L'analyse structurelle de l'OCT peut nous donner des facteurs pronostiques post-opératoires et des facteurs prédictifs d'évolution. Donc, dès l'OCT Time Domain, il avait été publié, notamment Bénédicte Dupas et l'équipe de Lariboisière avait publié une série de patients présentant des dépôts hyperréflectifs rétrofovéolaires. Et l'OCT Spectral Domain a permis d'affiner l'analyse de ces dépôts. Et on en décrit actuellement 3 stades, qui sont des stades d'évolution progressive. Donc, le premier stade, c'est le Cottle-Ball sign, qui a été décrit par Tsunoda, qui correspond à l'apparition d'une hyperréflectivité ici discrète entre la zone ellipsoïde et la zone d'interdigitation. Ensuite, il apparaît un détachement fovéolaire, ce pseudo-DSR rétrofovéolaire lié à la contraction de la membrane. Et enfin, cette fameuse lésion pseudo-vitelliforme secondaire à la présence de la membrane qui correspond à ce matériel hyperréflectif entre zone ellipsoïde et épithélium pigmentaire. Manon Ortoli a publié avec l'équipe de Créteil une étude chez ces patients présentant ce qu'on appelle le spectre des altérations du bouquet central, qui a montré qu'il n'y avait pas d'association avec la présence de ces anomalies rétrofovéolaires avec les métamorphopsies, que ce n'était pas un facteur de mauvais pronostic, comme cela avait été déjà démontré, et que dans l'immense majorité des cas, ces anomalies régressaient en post-opératoire après un suivi moyen d'un peu plus d'un an. En 2017, Govetto a proposé une nouvelle classification des membranes épirétiniennes basée sur l'analyse de la rétine interne avec comme élément pivotal de cette classification l'apparition de ce qu'il appelle ectopic inner foveal layers. Donc, ce sont des couches fovéolaires internes ectopiques. Dans le stade 1, on voit qu'il y a une membrane épirétinienne avec une dépression fovéolaire normale. Le stade 2, on a une perte de la dépression fovéolaire, mais des couches rétiniennes tout à fait normales. Et dans le stade 3, on voit apparaître ici cette couche de nucléaire interne et plexiforme interne qui sont normalement absentes de la région rétrofovéolaire, qui ne contient que des cônes et des cellules de Muller. Avec dans le stade 3 une organisation normale des couches et dans le stade 4 c'est ectopic inner foveal layers mais une désorganisation complète de toutes les couches de la rétine. Et il a montré qu'il existait une corrélation statistiquement significative entre l'apparition de ces couches ectopiques et une baisse d'acuité visuelle. Alors, les causes évoquées à l'apparition de ces couches ectopiques est certes probablement la force mécanique de l'attraction de la membrane épirétinienne, mais probablement également le rôle des cellules de Muller qui pourraient proliférer, migrer et entraîner une gliose et qui expliquerait le caractère peu réversible de l'apparition de ces anomalies. Il a montré donc, que les membranes, sur un suivi de moyen de quasiment 2 ans, étaient relativement peu évolutives. 82% des patients ne modifiaient pas leur stade au cours du suivi, mais que les patients présentant des stades 2 et des stades 3 présentaient sur ce délai de suivi une baisse d'acuité visuelle significative et qu'un changement de stade, d'un stade 1 vers un stade 2 et d'un stade 2 vers un stade 3, était statistiquement corrélé à une baisse d'acuité visuelle significative. Il en a donc conclu que l'apparition de ces couches ectopiques internes fovéolaires était un biomarqueur de baisse d'acuité visuelle et un élément qu'on pourrait prendre en compte dans le suivi du patient.
En ce qui concerne les membranes opérées, sur un suivi d'un an, dans cette publication de González Saldivar de Retina 2019, il a montré qu'à un an, tous les patients opérés, quel que soit le stade, présentaient une amélioration visuelle, mais que les patients présentant un stade 2 de la classification de Govetto présentaient une amélioration dans 90% versus 42% dans les stades 3 et 5% dans les stades 4. L'évolution de l'OCT en post-opératoire, 70% des stades 2 repassaient en stade 1. Il y avait quand même une petite proportion des patients en stade 2 qui pouvaient progresser de stade sans qu'il y ait forcément d'impact sur la récupération fonctionnelle. Et 91% des stades 3 et des stades 4 restaient, ne s'amélioraient pas, gardaient ces couches ectopiques fauvées à l'interne. Voilà. En ce qui concerne les autres symptômes, on a une amélioration des métamorphopsies dans les stades 2 et les stades 3, une amélioration de l'anisée iconique uniquement dans les stades 2, dans cette étude publiée dans le PLOS ONE. Voilà, en conclusion, donc l'indication chirurgicale des membranes épirétiniennes repose toujours sur la symptomatologie fonctionnelle, on n'opère pas des OCT, avec au sens large l'altération de la fonction visuelle. Les membranes peu symptomatiques ont plutôt une aggravation progressive et lente. Donc, on peut toujours se donner un petit temps de surveillance. Il n'y a pas d'urgence à opérer une membrane épirétinienne. Et ça permet d'évaluer l'évolution et de détecter les patients présentant une membrane épirétinienne évolutive. Le suivi de l'OCT avec cette nouvelle classification de Govetto basée sur la présence des couches fauvées à l'interne ectopique est probablement un élément nouveau à prendre en compte dans la décision chirurgicale des membranes épirétiniennes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo, c'est très intéressant. Je pense qu'on pourra peut-être faire une petite discussion tout de suite parce qu'il y a des sujets tellement variés. John, est-ce que tu aurais une question? Est-ce que tu veux parler du signe du clin d'œil? Non, effectivement, dans les anomalies de la vision binoculaire, on peut souvent retenir le fait que le patient ferme son œil, il a des problèmes pour conduire, il a des problèmes pour apprécier les distances, et pourtant il peut avoir une excellente acuité, et ça peut être une indication opératoire. Et bravo pour le rappel des signes OCT intéressants, parce que c'est vrai qu'on nous envoie des patients pour avis chirurgical avec une petite altération, un peu de matériel, et c'est absolument pas grave. En revanche, les altérations des couches internes, ça peut être beaucoup plus péjoratif. Du coup, j'ai une question, parce que tu dis on n'opère pas un OCT, on opère un patient. Oui. On est obligé, quand il y a une grosse cataracte, on se demande si on fait une courbité. Ah oui, si ça c'est... la cataracte. Est-ce que tu aurais si on veut opérer qu'un OCT, en fait, tu aurais des trois signes, des cut-offs qui permettent de dire je fais une courbité? Je pense l'acuité visuelle de près, la présence de métamorphopsie, et puis l'importance de la cataracte. Si une cataracte importante, une membrane, on peut toujours opérer la cataracte dans un premier temps et réévaluer la symptomatologie en prévenant le patient. Après, s'il a une acuité visuelle de près diminuée, avec une cataracte qui est modérée, je ferai plutôt une chirurgie combinée. Mais à l'OCT... je ne pense pas qu'on puisse évaluer sur l'épaisseur. Non. Après, la classification, le fait qu'il y ait... Enfin bon, je pense pas qu'on puisse opérer sur des critères OCT, quoi. Mais un patient qui a un P3, P4 avec une cataracte qui ne retentirait pas normalement sur la vision de près, je pense qu'il n'y a pas de souci pour proposer un combiné en première intention. Je pense qu'il faut vraiment penser à la vision de près. C'est un peu le signe du clin d'œil, c'est quand les gens ont du mal à lire avec les deux yeux, c'est ce qu'on disait la vision binoculaire. Qu'effectivement, quand on voit des rétines très désorganisées, il ne faut pas en arriver à ce stade-là. Autant il ne faut pas opérer sur des membranes simples, autant il faut essayer d'éviter d'arriver à ces évolutions. Donc suivre les patients. Et puis moi, je voulais aussi rappeler que je vois beaucoup dans nos hôpitaux des chirurgies très précoces. L'endoff existe, malgré tout, et le décollement de rétine existe aussi. Voilà. Donc, je dis souvent aux patients, on peut attendre un petit peu, et il y a parfois des cas où il y a une évolutivité de la membrane, où il y a une gêne qui est ressentie. Vous voyez le patient 3 à 6 mois plus tard, et puis ça s'est stabilisé. La vision binoculaire s'est reformée, le patient n'est pas gêné. Il faut voir le contexte un petit peu. Voilà. Je pense qu'il faut être prudent. Et est-ce qu'il n'y a pas, derrière la question numérique, je pense qu'il y a aussi
Oui. Mais je ne suis pas sûre que le fait d'opérer la cataracte, ça limite le risque... la membrane, en même temps, ça limite le risque d'Irving-Gass. Oui, enfin, quand il y a une membrane, c'est sûr que le fait la présence d'une membrane épirétinienne augmente le risque d'Irving-Gass post-phaco, mais le fait de faire une chirurgie combinée, je ne suis pas sûre que ça réduise le risque d'Irving-Gass. De toute façon. Non ? Non, je prolonge volontiers les INS pendant au moins 2 mois post-op sur les combinés. Pareil, et puis sinon on suit le patient un peu plus en fait. Oui. Et on le dit de revenir. Après il y a des traitements pour l'OMC, enfin l'Irving-Gass, et du coup on a quand même un arsenal thérapeutique satisfaisant. Oui, mais que la membrane soit présente ou pas, je ne suis pas sûre qu'il y ait moins d'œdème post-op. Non. Comment vous raisonnez chez ces patients-là? Quelle information vous donnez? À quelle fréquence vous les surveillez? Quand est-ce que vous décidez d'opérer? C'est difficile, oui. Après, moi, je reste quand même assez prudente sur les indications de chirurgie de membrane chez des patients ayant des drusènes qui pourraient être potentiellement à l'origine des métamorphopsies. Après, l'OCT en face, peut-être qu'il peut nous donner des indications sur s'il y a vraiment une grosse contraction de la membrane. Je pense que... Mais oui, en tout cas... On n'opère jamais d'emblée. On voit à l'évolution que les drusènes sont stables, mais que la membrane progresse et les symptômes avec. Oui. Avec un OCTA systématique pour éliminer quand même la présence de néovaisseaux quiescents qui pourraient... C'était aussi peut-être aussi autofluo, pas sûr qu'il n'y a pas d'atrophie qui peut aussi s'aggraver après une chirurgie. Vous pensez que la chirurgie de membrane dans ces situations-là est un facteur de risque de progression vers une DMLA plus avancée? Non, je pense pas. Au contraire, parce qu'il a été décrit des améliorations visuelles juste sur la vitrectomie, donc je pense que ça peut. C'est discutable, mais je pense pas que ça augmente. En tout cas, j'ai rien vu sur l'augmentation de la DMLA après vitrectomie. Et il y aurait même, quand on opère ces patients qui ont des dégénérescences un peu évoluées, là, j'en parlerai, ils ont un ressaut de vision, donc sur des atrophies même évoluées. Donc, c'est peut-être pas tout à fait le même domaine, mais je ne pense pas qu'on entraîne une majoration de l'évolution des drusènes. Je parle sous couvert de mes collègues aussi, votre expérience. On ne les saute pas dessus pour les opérer aussi. Voilà, mais la fréquence, tous les 6 mois. À peu près, et puis surtout explication des symptômes, majoration, etc., des signes maculaires. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que tu fais encore des échographies pour rechercher des causes secondaires de membrane? Pas forcément, sauf s'il y a une pathologie sous-jacente clairement. S'il y a une membrane isolée sans chose particulière, je ne fais pas d'enchevêtrement. Eh bien, merci beaucoup, bravo, ça suscite toujours le débat. Alors,